attaquer tout de suite, puisque beaucoup de choses déjà ont été dites. Je ne sais pas si vous étiez présents parmi nous, mais voilà, il y a eu un certain nombre de présentations et on vient de voir effectivement que finalement la question de la transition énergétique, le fait de s'adapter au changement climatique, c'est peut-être finalement le maître mot de l'intervention dans les quartiers demain. L'idée, c'est de voir effectivement comment on peut faire, alors même que Franck Boutet le rappelait tout à l'heure, 80% des bâtiments de 2050 sont déjà là. Ce qui veut donc dire qu'ils sont déjà là et ils sont déjà habités. Donc il y a effectivement urgence à traiter. Et de fait, on le voit bien, l'adaptation, puisqu'on parle bien maintenant d'adaptation au changement climatique, c'est un impératif qui s'impose à tous les territoires, et en particulier au QPV, dans la mesure où, on le sait, les populations sont les plus vulnérables. Et juste une citation, le 27 octobre dernier, lors de la clôture du comité interministériel des villes qui se tenait à Chanteloup-les-Vignes, Elisabeth Borne, qui était alors Premier ministre, avait dit que la transition écologique devait être le premier axe d'effort du gouvernement pour améliorer la vie des habitants de ces quartiers prioritaires. Florian Berco, vous êtes maire de Laval, président de Laval Agglomération, président délégué de France Ville et Territoires Durables, qui est donc une association qui porte ces questions. Typiquement, traiter les inégalités sociales aujourd'hui, ça passe forcément par traiter les inégalités climatiques et avoir une action qui cumule les deux. Oui, effectivement. Effectivement, pourquoi on veut préserver l'environnement? La planète va survivre à l'homme, en fait. Hein. C'est bien un défi humaniste, et Franck Boutet a été très clair là-dessus. C'est bien pour les hommes et les femmes qu'on est en train de se battre. C'est pour notre propre préservation, finalement, de l'espèce humaine. Et les plus vulnérables, effectivement, ça va être les habitants de ces quartiers populaires qui déjà vivent dans de dynamiques inégalitaires d'ordre socio-économique. Et la nouveauté, finalement, qui nous percute depuis toutes ces années, ces 20 dernières années, mais finalement qui arrive à une maturité, ou en tout cas une exigence de réponse immédiate, ce sont ces inégalités climatiques auxquelles on fait face. Et on voit bien qu'effectivement, l'excès de standardisation de la manière de concevoir l'urbain et la ville est arrivé à la fin d'un cycle, et qu'aujourd'hui, on est plutôt à regarder le défi en partant de l'existant, du contexte, et que finalement, si on se projette sur la résilience de ces quartiers-là, il faudra parler déjà de qui vit, quelles sont les forces et les faiblesses de ces quartiers populaires, et bien les analyser. On a beaucoup parlé finalement de l'image d'Épinal du quartier populaire plutôt francilien, très très urbain. J'ai la chance de représenter un territoire finalement mi-urbain, mi-rural, qui est sur la ligne justement Paris-Brest, donc on peut s'arrêter. Et étonnamment, on est dans un quartier à Laval, un des quartiers les plus pauvres de toute la région des Pays de la Loire, mais un quartier qui est bordé de 24 hectares de nature, qui a des grands ensembles, mais tous les espaces publics sont quasiment désimperméabilisés. Et c'est comment finalement on fabrique du commun, on fabrique de l'humain à travers cette rénovation déjà qui est lancée dans ces grands quartiers. Et c'est vraiment un projet humain qu'il faut penser, et un projet de bataille culturelle, de fabrique écologique, de comportement des habitants des quartiers populaires. Là où finalement c'est un besoin, et ça va être toute la question qu'on va devoir se poser, c'est un besoin qui est latent, c'est pas du tout identifié, c'est pas dans les priorités des habitants des quartiers. Moi, quand je me déplace dans un quartier populaire, que ce soit Saint-Nicolas ou aux Fourches, la question environnementale ne revient pas. C'est la propreté, c'est la culture, c'est le sport, mais absolument pas l'environnement. Donc comment on en fait un enjeu majeur, et comment les habitants de ces quartiers-là deviennent des acteurs de la transformation. Donc on a quelques projets pour être très concrets. On porte un projet de ferme urbaine avec l'ANRU dans le cadre de quartiers résilients, où effectivement on va activer 10 hectares de nature en bordure du quartier. On a un projet social où c'est une trentaine d'habitants du quartier qui vont devenir demain des laboureurs, vont être reconnectés à la nature, vont pouvoir finalement se nourrir de la production qu'ils vont faire, avec une logique de dire dites-nous ce que vous voulez manger et on va le produire ensemble. Et ça, c'est vraiment important, et on va pouvoir le consommer in situ à travers une économie locale dans les quartiers. Et cette fabrique écologique au quotidien avec les habitants, moi je pense que c'est la meilleure méthode pour penser l'ANRU 3 et la résilience de ces quartiers. Alors, on abordera beaucoup la question des habitants, mais dans un second temps. Morgane Nicole, vous êtes directrice du programme Territoire au sein d'I4C, l'Institut de l'économie pour le climat. Franck Boutet, tout à l'heure, nous disait que l'adaptation, ça avait été un gros mot pendant très longtemps, qu'on parlait beaucoup d'atténuation. Aujourd'hui, l'adaptation, on y est. Il y a un plan d'adaptation qui est attendu. Il y a des mesures qui sont faites. Et typiquement, l'idée maintenant, c'est de se préparer à vivre dans une France à plus 4 degrés.
le plus 4 degrés a été posé, et donc ça impose forcément d'avoir une action très volontariste partout, mais aussi dans les quartiers populaires. Oui, tout à fait. Comme le disait Franck Boutet tout à l'heure, en effet, c'est un sujet qui est malheureusement apparu très récemment, et en effet depuis finalement vraiment un an, à la fois dans les médias, dans les discours qui sont portés politiquement. Et c'est une bonne nouvelle que ce soit enfin un sujet, parce qu'il est vraiment urgent de prendre conscience que le climat de demain, et là je ne parle pas uniquement du climat de 2050, mais je parle du climat vraiment de demain, ne sera pas le même que le climat d'hier, et que ça va avoir des impacts sur notre qualité de vie, en fait. Ça va avoir des conséquences importantes. Et donc c'est une excellente nouvelle qu'enfin on ait un ministre qui ait pris la parole sur le fait qu'il fallait s'adapter à une trajectoire de réchauffement climatique, en posant cette trajectoire de réchauffement climatique de plus 4 degrés en moyenne en France. Mais je pense que, donc on en parle beaucoup, mais je pense qu'on ne se rend pas encore compte vraiment de ce que ça veut dire concrètement. Et on entend un peu de dire que finalement cette trajectoire de réchauffement à plus 4 degrés en moyenne en France, c'est un scénario pessimiste, c'est le pire qui pourrait se passer, etc. etc. Ce n'est pas le cas. Ce plus 4 degrés moyenne en France, on l'atteint si tous les États dans le monde mettent en œuvre tous les engagements qui ont été pris jusqu'à présent. C'est le plus 4 degrés moyen en France, c'est le plus 3 degrés moyen dans le monde. Donc c'est un scénario qui est malheureusement tout à fait réaliste. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette trajectoire de réchauffement climatique? Ça veut dire des aléas climatiques qui augmentent en intensité et en fréquence dès maintenant. On le voit dès maintenant, les impacts climatiques, qui vont augmenter dans les prochaines années. Souvent, on parle de 2050, 2100, donc du coup, ça donne un biais, une impression que les impacts vont arriver en 2050 ou en 2100. Non, en fait, les impacts ils vont augmenter progressivement d'ici là. Et donc, dès demain, dès après-demain, on va avoir des impacts qui augmentent. Concrètement, ça veut dire que si on est à plus 1 degré de réchauffement, une canicule telle que la canicule de 2019 a une chance sur 50 de se produire chaque année. Si on se place à plus de degrés en trajectoire mondiale, cette même canicule de 2019 a une chance sur 4 d'arriver. Donc on voit bien le changement de paradigme. Un autre chiffre issu d'un travail universitaire, d'un projet universitaire européen, le projet PCTA 4 par exemple, nous dit qu'à plus 4 degrés moyenne en France, les décès dus aux vagues de chaleur seront multipliés par 30. Donc voilà, vous voyez des conséquences sanitaires très importantes, avec des surcharges des hôpitaux, avec des hôpitaux qui ne sont pas non plus adaptés à faire face à ces vagues de chaleur, je vous passe les détails, et avec des populations, donc là ce qui vous intéresse particulièrement, c'est avec des populations qui sont les plus à risque dans les zones urbaines denses, et en plus des populations dans les quartiers prioritaires de la ville qui n'ont pas d'alternatives comme partir à la mer ou partir à la montagne, mettre de la clim pour se protéger de l'impact de ces vagues de chaleur. Et là, j'ai parlé que des vagues de chaleur, mais il y a aussi l'augmentation des risques d'inondation, il y a plein d'autres risques. Voilà. Et c'est vrai que le risque, c'était qu'avec le réchauffement climatique, on parlait beaucoup de sobriété, on parlait beaucoup de froid, alors qu'une des vraies problématiques demain, et Franck Boutet l'a encore rappelé, c'est cette question de l'horizon du Sud et de la question de la gestion de la chaleur dans les habitats notamment. Oui, et je ne sais pas si j'en parle maintenant ou j'y reviendrai plus tard, mais clairement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites qui sont hyper importantes sur la manière de prendre en compte ces enjeux d'adaptation au changement climatique dans la conception des projets de renouvellement urbain. Je retiens, on ne peut pas faire l'économie du projet, c'est vrai aussi sur ces questions-là. Et un message de Franck Boutet aussi qui était de penser tous ces enjeux-là en même temps, justement pour économiser les dépenses publiques. On ne peut pas penser ces enjeux de manière séquentielle, sinon ça va coûter un fric
incroyable et ce sera juste pas réalisable. Il faut vraiment que quand on fait de la rénovation urbaine, on pense à la fois à améliorer les résultats en termes de performance énergétique, en termes de performance carbone, mais aussi en même temps de penser adaptation au changement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire d'adapter ce quartier spécifique au réchauffement climatique et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour limiter les impacts du changement climatique. Donc vraiment, il est urgent de prendre le temps de s'arrêter et de repenser la manière de concevoir tous les projets urbains. Ça vaut pour à peu près toutes les politiques publiques et tous les investissements. Il faut vraiment prendre le temps, dès maintenant, de se poser la question dans toutes les politiques publiques, dans tous les investissements que l'on fait, dans toutes les activités économiques, comment est-ce que ces politiques publiques, ces investissements, ces activités économiques vont être impactés par les conséquences du réchauffement climatique. Et parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y aura des aléas climatiques qui vont augmenter, mais on peut mettre en œuvre des actions pour en limiter les conséquences économiques et sociales. Et sans ces mesures qu'on appelle les mesures d'adaptation, on arriverait à des catastrophes, mais on peut limiter ces catastrophes et c'est pour ça que c'est important d'agir dès maintenant pour l'adaptation. Alors on reviendra effectivement dans un second temps sur comment on peut faire et comment le renouvellement urbain peut être justement vecteur pour porter ces solutions. Anne-Laure Legendre, vous êtes enseignante chercheuse à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Je reviens un petit peu en arrière, on a parlé de santé environnementale, de santé, de conditions de vie. Là encore, c'est un peu différent à chaque fois quand on parle de réchauffement climatique, et c'est une réalité, on parle de catastrophes, on parle de choses. Là, on parle directement de ce qui impacte peut-être intimement les gens. C'est justement l'objet de votre thèse. Vous avez travaillé sur le bien-être des habitants dans leur cadre de vie en quartier populaire, et c'est sous le prisme du bien-être et de la santé que finalement vous avez fait le lien avec l'écologie. Oui, tout à fait. Donc en fait, je suis enseignante chercheuse en santé environnementale à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et j'ai une thèse en aménagement. Et la question de l'adaptation au changement climatique, elle n'est pas arrivée directement pour moi, mais par le biais de ces interrogations sur... il y avait plusieurs choses en fait. Il y avait la qualité du cadre de vie, la question du bien-être, parce que l'Organisation mondiale de la santé propose une définition globale de la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social. Et là-dedans, la question du lieu de vie, de l'urbanisme est majeure. C'est un des déterminants majeurs de la santé. Mais disons qu'un élément qui, pour moi, me semble très important pour le cadrage ici, la réflexion sur ces enjeux de changement climatique, c'est de bien comprendre que le changement climatique est bien une manifestation d'une crise écologique plus large, et qui est une crise de notre rapport au monde, de notre rapport au vivant. Et ça, j'en ai fait l'expérience sur le terrain dès nos premiers, je dis nos premiers parce qu'il y a un prédécesseur en thèse avant moi qui avait expérimenté la recherche sur la question de l'environnement et de ses effets sur la santé dans des quartiers. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'on posait mal les questions. Je m'explique. On s'interrogeait sur des quartiers particulièrement ce qu'on appellerait multi-exposés, à la fois à la pollution atmosphérique, peut-être au bruit lié au transport, et puis c'était moins le sujet à l'époque peut-être, mais très directement on pourrait faire le lien aussi avec les îlots de chaleur urbains. En tout cas, on avait l'intention d'interroger l'environnement de vie et ses effets sur la santé. Sauf que quand on allait interroger les habitants, quand on leur a posé la question de leur environnement, les gens nous ont parlé des voisins, de l'ambiance urbaine, des bruits des scooters, donc des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que nous, experts, on aurait pu entendre quand on parle d'environnement et d'enjeux climatiques. Et donc il y avait vraiment, vraiment quelque chose à faire sur ce travail de reconception, parce que c'est pas simplement rhétorique, reconcevoir le problème, c'est aussi une autre manière de l'aborder. Et donc, je reviendrai peut-être là-dessus tout à l'heure. Le changement de regard que moi j'essaie d'amener, c'est de partir de l'expérience de l'habité. Et l'expérience de l'habité, il porte ce décalage. L'environnement de vie n'est plus cette chose abstraite, ce décor dans lequel, provisoirement, on a exclu les habitants et puis ensuite on les ajouterait.
c'est pas l'habitat, c'est pas des boîtes en fait, hein, où se baladent des gens avec des fonctions, ou peut-être des fonctions urbaines, et puis on peut imaginer différents profils sociaux. Non, ce qui m'a intéressée, c'est vraiment l'expérience que l'on fait de son lieu de vie, et ça reconnecte totalement aux enjeux environnementaux, parce que le lieu de vie, il est à la fois social, mais aussi peut-être la place que l'on fait plus largement à d'autres vivants. Je parle bien au pluriel. On parlait un petit peu tout à l'heure de l'enjeu climatique qui serait lié avec des enjeux d'humanisme. Là aussi, je pense qu'il y a vraiment temps de s'interroger sur cette question-là, parce que cette connexion au vivant, c'est pas juste pour nous, êtres humains. Quand on parle de nature, c'est aussi parce que la nature, c'est une chose, c'est une abstraction là, quand je le dis comme ça, mais elle a une valeur en soi. Donc on sera aussi peut-être amené à développer là-dessus, mais en introduction, je peut-être propose d'en rester là. Merci beaucoup. Ferris Barkat, vous êtes cofondateur de l'association Banlieue Climat. La santé, c'est aussi par ce biais que vous avez pris, j'ai lu l'interview que vous aviez donnée à l'ANRU, c'est aussi par ce biais que vous êtes arrivé sur cette interrogation, sur la réflexion qu'il y avait sur finalement l'impact des questions environnementales et de l'environnement dans lequel on pouvait vivre sur la santé et donc sur le cadre de vie en général. Alors, je vais répondre. Hein. Je vais répondre. C'est mieux. D'abord, je voulais juste m'assurer, est-ce que tout le monde va bien dans la salle? On va créer un peu de lien entre vous et nous. Parce que déjà que vous êtes... Ah voilà, on vous voit très bien maintenant. Est-ce qu'il n'y a que moi qui suis malade depuis quelques jours? En levant la main, qui est malade depuis quelques jours? Ça tousse beaucoup. Hein. Ok, génial. Toujours en levant la main, qui connaît un peu Banlieue Climat, ce qu'on fait, etc. Ah ouais, pas mal. Ah ok, c'est un public d'initiés. Des gros bisous sur vos fronts. Pour résumer un peu ce qu'on fait du coup sur cette question de la santé, effectivement on s'est réunis il y a 1 an avec Abdelali El-Bedawi, Sana, Sefiou, tous les 4 cofondateurs, autour d'un constat qui était le fait que, et on l'a dit plusieurs fois, cette surexposition dans les quartiers populaires des enjeux environnementaux. Vous prenez la canicule 2003, 19 000 morts. Le plus de morts, c'est où? Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis. Vous prenez l'alimentation, vous prenez la pollution, vous prenez tout. On est les plus exposés. Et une fois qu'on a fait ce constat-là, il faut aller plus loin. Il faut se dire, ok, on est les plus exposés et on est aussi les plus sous-représentés dans ces enjeux-là, médiatiquement, partout. C'est pas nous qui allons parler de ça. Comment c'est possible? Deuxième enjeu, et c'est pour ça que c'était intéressant de pas que se limiter à la question du climat, c'est effectivement c'est une crise systémique. Et donc, et je suis peut-être le plus jeune de la table, et donc je veux pas être le plus lunaire non plus, parce que sinon ça va être dans la caricature, mais je voulais m'arrêter sur un livre de Cynthia Fleury, Manuel du Verstellen, Ce qu'on ne peut pas nous voler, où dedans elle fait une liste de points essentiels sur lesquels on devrait être intransigeant. Le silence, les espaces verts, la santé. Tous ces points-là, on ne devrait pas transiger dessus. Et en fait, on a fait le constat qu'on nous avait volé tout ça. On nous l'avait volé depuis bien longtemps. Et donc, quand on s'est réunis, on s'est dit, OK, on va venir avec un sujet qui va être d'abord la formation. Donc nous, on fait de la formation effectivement avec l'angle de la santé, mais pas que, sur les questions climatiques et environnementales. Aujourd'hui, certifié par le ministère de l'Enseignement supérieur et Sylvie Retailleau, avec qui on a signé en juin dernier. Et donc aujourd'hui, on a une formation de 8 heures qui retrace les enjeux climatiques. Mais pourquoi on vient avec une formation? Pourquoi on harmonise les connaissances? Parce que c'est pas qu'une question. Et si vous voulez, là, avec les plans de rénovation et tout ce qu'on dit depuis ce matin, essayer d'avancer, il faut avancer avec les habitants. Et pour que les habitants ils vous suivent, il faut la connaissance. Il faut la légitimité de se dire « Ah tiens, c'est un sujet pour moi ». Et pour se dire « C'est un sujet pour moi », tac, on revient avec le point d'avant, la représentation. La représentativité. Si j'ai vu des gens qui ont parlé d'écologie, qui se sont réveillés pour le jardin partagé de mon quartier, pour ça, pour ci, pour ça, d'un coup, je me sens légitime à participer à ce grand projet-là et à mon quartier-là. Et donc, on s'est dit, on va commencer avec une formation pour harmoniser les connaissances et ensuite mener des actions sur le territoire. Donc peut-être que certains ont vu... qui a vu François Hollande faire du foot il n'y a pas longtemps, en levant la main? C'était dans mon quartier, on l'a ramené, on lui a dit frérot tu vas jouer, et on lui a surtout dit il y a un parcours
autour des questions climat et des questions footballistiques. On lui a fait faire un peu un parcours footballistique, mais ça a fait le buzz parce qu'il y avait... Parce qu'il est nul, hein, il faut le dire. Mais la réalité, c'est qu'il y avait un enjeu éducatif, pédagogique, qui a été pensé par les habitants. C'est-à-dire que moi, je viens faire la formation. Aujourd'hui, on a des formateurs, on est appelé dans plein de villes, mais quand on l'a fait ça, c'était en octobre, donc c'était encore la dernière formation qu'on avait faite dans un club de foot. On vient faire 8 heures de formation, et derrière, ce jeu a été pensé par les jeunes qu'on a formés, parce qu'il y a eu la formation qui a été faite. Et donc ce BABA, ce prérequis, qui est d'ailleurs dans toutes les grandes écoles à Paris, et d'ici 2025 dans toutes les universités, hein, il y aura un module obligatoire sur les questions écologiques. Nous, on vient là-dessus pour ensuite dire, venez, on pense des projets. Là, en l'occurrence, c'était du foot, mais à Bagnolet, on est sur un projet de résilience alimentaire. À Cergy, on est sur un plaidoyer sur la qualité de l'air. Donc sur chaque sujet, la qualité de l'air, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les JO 2024, rénovation des bâtiments pour les athlètes, purifiés, logement des athlètes vont être purifiés à 90%. Et si vous regardez l'article du... on va pas le retirer dessus ici, mais vous voyez l'article du journal, c'est écrit industrie, autoroute, les habitants, les athlètes qui seront logés en Seine-Saint-Denis ne doivent pas supporter pendant quelques semaines de vivre là-dessus. Donc on va purifier les logements des athlètes. Et donc qu'est-ce qu'on dit en fait symboliquement aux habitants qui vivent là depuis 20 ans? On dit en fait votre santé a moins de valeur que les autres. Et si on creuse encore plus la question des particules fines, les PM1, toutes petites, qui rentrent dans le cerveau, qui font des maladies de zinzin, ça, si on commence à creuser ces questions-là, on se rend compte que, moi je suis allé voir les archives, 2005, Bagnolet, double échangeur, pour faire valoir juste le fait qu'il y a une surexposition, qu'il y a des enfants qui sont en train de crever d'asthme, ou en tout cas un millefeuille d'inégalité sociale qui se met sur des familles parce que les enjeux de santé, des maladies cardiovasculaires, enfin des maladies de fous sont en train d'advenir dans ces quartiers-là. On a du mal à le faire valoir. Et là, pour les athlètes, quelques semaines, c'est pas possible. Donc nous, on est allé défendre ça à Matignon avec des jeunes de Cergy. Et donc en fait, sur chaque projet comme ça, on ramène des premiers concernés et on va défendre des sujets, des projets. Et je pense que si demain, on parle de renouvellement urbain, il faut renouveler avec cette perspective de dignité, de justice et d'inclusion des premiers concernés, parce que historiquement, et j'ai pas envie de faire une digression trop longue, mais on a pu voir comment on a toujours surfé et on a toujours mis des politiques publiques en place sur le dos des premiers concernés qui n'étaient pas au courant. Quand on revient en 1810, il y a un décret impérial qui est adopté qui permet aux industries chimiques, c'est le début de la compensation en France, de compenser leur merde financièrement. C'est-à-dire qu'on met une industrie chimique près de chez toi et on te donne un petit billet et normalement tu dis rien. Les bourgeois au centre-ville sont au courant que ça ne marche pas comme ça. Emmanuel Fédéré, père de la médecine légale, il dit mais comment ça vous osez polluer la qualité de l'air? Donc les industries chimiques, elles ont capté que les bourgeois allaient leur demander beaucoup, beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis loin des centres-villes, près des banlieues. Ensuite, on a délocalisé l'industrie dans des pays du Sud, et là, ils sont repartis, on crée de l'emploi, et on défausse les populations. Donc vous voyez un peu la logique, comment on peut à chaque fois réussir à ne jamais mettre en place, même avec des bonnes intentions, des projets, ou au contraire, à délibérément marcher sur les habitants, parce qu'il y a cette méconnaissance au début. C'est pour ça que nous, on a pris l'axe de la formation, qui est un BABA, pour ensuite avancer avec les habitants. C'est une formation qui a vocation à faire que les jeunes, notamment puisqu'il s'agit principalement de jeunes formés, soient eux-mêmes ambassadeurs dans leur quartier et que ça puisse faire tache d'huile pour que cette question environnementale et cette question de l'action diffusent plus largement dans les quartiers. Oui, effectivement, là on a fait une formation de formateurs, donc on a formé, on a sensibilisé 500 jeunes en 2023, formé 100 jeunes, et là on a 12 formateurs depuis début janvier, donc on les déploie après dans des villes, donc les collectivités, et ça c'est le dernier aspect qui est super important, c'est l'aspect émancipateur. C'est-à-dire qu'il faut une dynamique et une projection d'émancipation qui ne peut advenir qu'à travers la question financière ou des perspectives d'emploi. Sachant que tous les métiers de la transition vont arriver un jour ou l'autre. Nous, on a proposé ce métier de formateur où justement les collectivités territoriales nous achètent les formations directement et après ils peuvent dispenser les formations en fonction des villes qui nous appellent. Merci. On va rester sur cette question de comment on peut embarquer les habitants, puisque c'est effectivement quelque chose d'essentiel. Ça l'est sur la question du cadre de vie, mais ça l'est aussi sur la question de la transition écologique. D'ailleurs, le baromètre qui a été présenté tout à l'heure nous montrait bien que les populations, j'ai entendu les observations sur le fait qu'un baromètre, ça peut être interprété différemment, mais qu'en tout cas, les habitants de ces quartiers
étaient clairvoyants sur les risques et étaient demandeurs d'agir et de participer. Comment vous, élus, vous envisagez cette façon de pouvoir embarquer les habitants et partir, au-delà de les embarquer sur des projets que vous concevriez, partir même de leurs besoins et de leur réalité, comme le disaient Anne-Laure Legendre et Féris Barkat juste avant? Déjà, c'est de dire qu'on n'a pas craqué le système des quartiers et on le craquera peut-être pas ce matin tous ensemble, malheureusement. Et je pense que, et c'est la démarche quand même de travailler avec l'État et l'ANRU, de davantage permettre aux habitants d'être acteurs finalement de leur destin. Nous, on va tenter quelque chose, je pense, d'innovant à Laval, puisque j'ai été fortement marqué par effectivement les violences urbaines qu'on a connues. C'est de se dire on a forcément loupé quelque chose pour que ça se reproduise et se reproduise éternellement, que ce soit cyclique. Et donc, faut leur donner la parole. Et comment on peut se donner la parole? On a quand même plein d'outils à disposition. On va lancer une convention citoyenne pour les quartiers populaires avec une seule question: comment réussir la promesse d'émancipation républicaine dans les quartiers pour toutes les générations? Et ça, c'est vraiment l'essence même de ce qu'on doit faire. Comment on fait des habitants de ces quartiers-là des habitants à part entière et pas entièrement à part, ce qui est souvent aujourd'hui le cas dans le débat public et puis même tout ce qui a été dit. Donc ça, c'est de se dire on va d'abord les former. Une convention qui marche bien, c'est des habitants formés, c'est des habitants indemnisés, c'est des habitants où d'abord on va les faire parler sur leur réaction à chaud, sur du subjectif, et ensuite on va faire intervenir de l'expertise qui va objectiver ou infirmer finalement les propos des habitants et petit à petit apporter des solutions qui viendront d'eux, avec des habitants tirés au sort des quartiers populaires, et ensuite rendre compte devant une conférence des parties. Et là, c'est toutes les parties prenantes, les entreprises, on parle beaucoup des collectivités, mais les collectivités, l'État, les entreprises, toutes les parties prenantes de la fabrique de la vie finalement, et les mettre devant leurs contradictions et de dire bon, maintenant comment on agit. Ça, c'est vraiment un exemple. Le deuxième exemple, c'est finalement, ce qui a déconné dans le parcours des quartiers populaires, et on n'en aurait peut-être pas parlé, si on avait conservé nos usines et nos entreprises et nos emplois. Ce qui a déraillé finalement dans les quartiers populaires, c'est qu'en petit à petit, ces quartiers se sont paupérisés. Parce que quand même, dans les années 60-70, que je n'ai pas connu, c'était quand même des cartes postales extraordinaires, on était heureux d'y vivre, et il y a une fierté de vivre dans ces quartiers-là qui était extraordinaire, qu'on a perdu parce que ça s'est paupérisé, il y a eu des nouvelles arrivées, et que l'usine, petit à petit, elle est partie, parfois elle s'est éloignée, parfois elle n'est jamais revenue. Et donc, le lien quartier-emploi me paraît essentiel. Donc, on lance des belles initiatives comme Territoire zéro chômeur longue durée, qui permettent vraiment à des personnes très éloignées de l'emploi de retrouver de l'emploi, ou à des entreprises de s'installer dans les quartiers et finalement retrouver un emploi et un pouvoir d'achat et finalement vivre mieux, parce que quand on a de l'argent, quand même si ça ne fait pas le bonheur, ça permet de mettre du beurre dans les épinards. Et dernier exemple, c'est ce que j'ai dit sur l'agriculture urbaine, qui est très finalement bobo vu d'un Mayennais rural comme nous. On a des gros débats avec le monde agricole sur la détermination de fermes urbaines. C'est peut-être pas ce mot-là qu'il faudra mettre si on veut être crédible vis-à-vis de nos agriculteurs, mais en tout cas, c'est comment on fait un projet où on se dit que l'alimentation, le rapport au vivant, finalement, il est essentiel pour finalement bien grandir et bien vivre. Aujourd'hui, on a aseptisé nos relations au vivant. Et d'ailleurs, on se dit, finalement... on a même oublié que l'animal qui est dans notre assiette, il a été abattu dans des abattoirs, dans des conditions parfois difficiles, travaillé par des personnes payées au SMIC et dans des conditions horribles. Rapprocher finalement l'animal, le vivant de l'habitant urbain, ça me paraît quand même essentiel, très pédagogique, et finalement développer de nouveaux modes de vie, une nouvelle éthique écologique qui semble nécessaire, mais pas écologique au sens négatif du terme, mais c'est vraiment un nouveau mode de vie. Et finalement développer demain... de nouvelles aspirations. Et je crois que notre enjeu pour nous et les élus, je termine là-dessus, c'est de développer des nouveaux imaginaires, montrer que finalement, la ville de demain, où il y a de la nature, où il y a de la ferme, où il y a des animaux, où on vit bien ensemble, où les espaces publics, on peut jouer à nouveau, et c'est là où ils veulent vivre. J'ai la chance de présider la commission des écoquartiers. Quand je montre à un Français lambda, vous voulez vivre dans cet écoquartier ou dans ce quartier hyper bétonné, tout le monde veut vivre là. Le choc de l'image, le choc de l'imaginaire, il me paraît essentiel, et pour ça, on a plein d'acteurs, on a des artistes, on a des jeunes très engagés, et on va pouvoir embarquer dans un nouvel imaginaire, dans un nouveau récit émancipateur par l'écologie.
Merci beaucoup. Anne-Laure Legendre, vous parliez tout à l'heure de partir de l'habité, et qui est encore différent de l'habitant, et donc de son expérience. Il y a une question qui s'adresse peut-être aussi en particulier à vous, de Eddy, de la CNL. J'imagine que c'est Eddy Jacquemart, président de la CNL. Comment associer et impliquer réellement les habitants experts du quotidien aux questions environnementales? C'est un petit peu ce que vous vouliez, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment partir non pas de questions qu'on leur poserait, mais vraiment regarder comment ils vivent, et les problématiques qui se posent concrètement à eux. Ouais, c'est vraiment dans cet esprit-là que moi j'essaie de l'aborder. Une manière, là, un exemple qui me vient en tête, c'est ce matin on a parlé de satisfaction résidentielle, enfin de satisfaction liée à son lieu de vie. Je pense que c'est important qu'on revienne un peu là-dessus parce que avec quels critères est-ce qu'on peut évaluer cette satisfaction résidentielle? Si on ne va pas demander aux gens qu'est-ce qu'ils vivent précisément, nous on se fait avec nos catégories de pensée, on a imaginé des éléments et puis ensuite on va vérifier sur un panel représentatif d'habitants si oui ou non il y a des gens qui répondent dans ce sens-là. Et moi j'ai un problème avec cette vision-là, d'autant plus qu'elle me semble rattachée à un des enjeux qui a été affiché pour le renouvellement urbain. On a parlé vaguement, mais je sais que c'est cet après-midi, de la question de la mixité sociale, mais je suis désolée, on ne peut pas les dissocier, ces questions, parce que les enjeux environnementaux, ils sont aussi liés aux enjeux de justice sociale. Et si je parle de ça, c'est parce que ce que moi j'ai pu observer, et ça ne concerne que les terrains où moi j'ai travaillé, donc à Nanterre et à La Rochelle, quartier populaire donc, en fait, ce qui est vécu, il y a un paradoxe en fait entre l'idée que ces quartiers, ils seraient dégradés, et puis d'un autre côté il y a une satisfaction résidentielle. On ne comprend pas ce qui se passe, mais quand on regarde, en fait les gens ils expriment aussi un attachement à leur lieu de vie, et il est parfois décorrélé aux problèmes concrets que l'on rencontre dans le quotidien, liés à son logement, etc. Et en fait, quand moi je les ai écoutés, le problème principal que j'ai entendu, c'était un sentiment de déconnexion du reste de la société. Donc c'est un sentiment de relégation et c'est aussi des sentiments d'injustice qui peuvent parfois être amplifiés par les choix que l'on fait en matière d'urbanisme. Et si je pense à ça, c'est parce que en matière de mixité sociale, on imagine comment attirer d'autres populations de statut professionnel, socio-professionnel supérieur, et comment est-ce qu'on le fait avec des arguments notamment de dire, regardez, il y a ici un cadre de vie renouvelé avec, par exemple, une vue sur un joli parc. Sauf que quand on dépossède des habitants historiques de ce qui était une valeur pour eux de leur lieu de vie, on amplifie, on risque, en tout cas, c'est une hypothèse que je fais, à vérifier, mais on risque d'amplifier des sentiments de tension et de dépossession d'un atout du cadre de vie, et on risque d'amplifier des sentiments d'injustice. Donc la nature, laquelle, pour qui, et quel sens est-ce qu'on met, quelle possibilité est-ce qu'on va donner aux habitants existants de se connecter avec cette nature qui, je le répète, n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est pas juste les espaces verts, je déteste ce terme-là parce que ça donne juste l'impression qu'un gazon égale une forêt, égale, je sais pas, un jardin partagé dans lequel on fait plein de choses ensemble. Ça n'a rien à voir, donc il faut réfléchir à de quelle nature on parle et qu'est-ce qu'on fait ensemble dans ces quartiers. Et à La Rochelle, vous prenez l'exemple du Marais. Oui, je peux continuer là-dessus ? L'exemple du Marais, il est assez exceptionnel. La Rochelle, donc quartier de Villeneuve-les-Salines, n'a rien à voir avec le quartier où j'ai fait mes premiers pas sur cette question de l'expérience vécue des habitants de quartier populaire à Nanterre, dans un contexte urbain complètement différent. Ça a été dit ce matin, les quartiers n'ont juste rien à voir les uns avec les autres. Ici, à Villeneuve-les-Salines, on pourrait dire que les habitants ont un atout majeur. Ce quartier a été construit sur un marais asséché. À l'époque, on n'avait aucun intérêt pour ces lieux-là. C'était des vecteurs de moustiques ou je ne sais quoi. Et donc, on a construit là-dessus. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un des atouts, effectivement, du quartier. Et les habitants en parlent. C'est très surprenant parce que moi, j'étais partie de l'hypothèse du renouvellement urbain qui était de dire, peut-être un peu par automatisme, au niveau local, mais il y a un enclavement et donc le projet néo-urbain va participer du désenclavement. Sauf que quand on écoute les gens, il n'y a pas de sentiment d'enclavement dans ce quartier. Il y a au contraire le sentiment qu'il est très bien connecté au reste de la ville. On est dans le centre-ville en 5 minutes en bus. Et puis, c'est un quartier où il y a tout à proximité. C'est un quartier calme. Et justement, le fait qu'il soit en retrait du reste de la ville et connecté au marais, il se passe quelque chose de fort. Et cet attachement au quartier de Villeneuve-les-Salines, il est lié à la nature.
Mais la conception même de la nature, moi j'y vois encore deux choses. Il y a une nature qui est protégée de la part des écologistes, que je soutiens totalement dans l'enjeu, mais pas la conception de la relation avec les habitants, parce qu'ils voient cet espace comme un espace sauvage à préserver de la présence humaine. Et à l'inverse, du côté, alors je ne sais pas, c'est très difficile de qualifier si c'est des urbanistes ou si c'est des non-écolos, enfin peu importe, il y a une autre conception de la nature qui serait une nature aménagée et à dompter, où finalement il faudrait absolument couper tout ce qui dépasse parce que sinon je ne sais pas quoi, on va s'écorcher. Enfin, dans les deux cas, c'est une conception de la nature décor, c'est une conception de la nature où l'humain n'est plus là, et en fait c'est recomposé avec notre manière d'habiter, et les habitants, eux, de par leur pratique et leur attachement, ils nous disent des choses qui sont au-delà de simplement les usages ou la valeur écologique des lieux. C'est le sentiment de ressourcement, le sentiment de faire partie de quelque chose qui compte. Et ça, c'est exprimé par les habitants. Et donc ça rompt quand même très fort, je trouve, avec la conception des habitants des quartiers populaires complètement déconnectés des enjeux environnementaux. Non, dans les manifestations du quotidien, ils sont connectés à certains enjeux, simplement pas avec les mêmes termes. Merci beaucoup. Féris Barakat, on reste sur cette question de comment on arrive à impliquer les habitants. Est-ce que, suite aux formations et suite aux sensibilisations que vous faites, vous avez observé qu'une fois la formation faite, les gens avaient envie de s'investir davantage et peut-être d'être plus acteurs avec des institutionnels et est-ce que ça a toujours été facile? C'est une question qui vous est notamment posée par Armelle, étudiante. Est-ce que vous avez dû faire face à des freins dans la démarche que vous avez initiée? Alors, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit sur les termes. C'est de l'écologie, mais peut-être pas dans les mêmes termes que ce qu'on entend par là. Et je pense que c'est super pertinent parce qu'effectivement, nous, ce qu'on a fait, c'est pas de manière descendante expliquer ce qu'est la vie, l'écologie, l'environnement à des gens. On est parti en disant en fait, on va révéler un quotidien, des pratiques, des habitudes. Nos grands-parents étaient paysans. La sobriété, je dis souvent, c'est la hesse, mais pour les riches. Donc toutes ces choses-là, on est venu les révéler, mais elles étaient déjà là. Et la véritable violence, c'est quoi? C'est de nommer écologie absolument tout, sauf nos réalités à nous. Et donc nous, on s'est dit, ok, on va prendre un sujet, l'écologie, le climat, et là d'un coup on a invité France Inter à droite, à gauche, d'accord, ça marche, mais en réalité, en fait, on décrit rien de nouveau. On décrit rien de nouveau, et donc parce qu'on fait quelque chose qui est habituel, que les habitants font déjà, bien sûr on amène la connaissance, on a bossé avec beaucoup de scientifiques, et ça a déclenché pas mal de super réactions chez des jeunes, et j'y reviendrai, mais on n'a rien fait de nouveau, et donc on participe à chaque fois qu'on va sur un territoire avec des acteurs locaux. Par exemple, quand on va au Muro, on s'associe à la Nouvelle Vigne Blanche, une association qui nous a accueillis, et je m'en souviens, c'était pendant les émeutes, un peu la période un peu compliquée là-bas, et on fait une formation de 8 heures. Et c'est peut-être la première fois parmi toutes les formations qu'on a fait. Donc on est allé à Cergy, au Muro, à Grigny, à Bagnolet. En un an, on est allé dans beaucoup de villes en Ile-de-France, 2 fois à Strasbourg parce que je suis originaire de Strasbourg. Et au Muro, il y avait une ambiance tellement pesante. Je me suis dit, attends, là, peut-être que je les ai un peu fracassés là. 8 heures, zoonose, cercle de boucle de rétroaction, on a réhistoricé tout, on a tout fait. Et c'était la première fois où quand je mets la carte numéro 3 sur les pénuries d'eau en France, j'en vois, ils sont... Frérot, là, t'abuses déjà qu'on ait limité toute notre vie, tu nous rajoutes encore 9 limites planétaires, doucement, là. Ça fait beaucoup. Et d'habitude, ce rapport à l'éco-anxiété, je le vois jamais. Et c'est là où je me suis dit, c'est intéressant parce que vu que le contexte était très compliqué à ce moment-là avec les émeutes, vu que le contexte était particulier à ce moment-là, il y avait ce devoir de rapporter de l'espoir aussi à ce moment-là. Et donc on avait ce besoin d'avoir les élus locaux qui viennent, ils sont venus en fin de journée, donner de la force en disant en fait, ok, là il y a eu une formation, là il y a la Nouvelle Vigne Blanche qui va vous accompagner, et nous aussi on est là. Si vous avez besoin d'un local, vous avez besoin de trucs, d'un machin, on fait un projet, on est là avec vous. Et donc avancer avec les élus locaux et avec les habitants, il y a un pont qui est faisable et un prétexte qui est trouvé, c'est l'écologie. Mais tout ça c'est du prétexte pour recréer du lien et derrière essayer de mettre des mots, en l'occurrence la question climatique et écologique, sur des réalités sociales qui sont depuis longtemps déjà bien connues. Pour revenir sur le sujet qui était intéressant. Mais que vous avez oublié, et que du coup j'ai oublié aussi parce que je vous écoutais. Donc.
Oui, est-ce qu'ils Ouais. devenaient acteurs? Mais Ouais. ça participe. Ah oui, les de ce que freins, vous est-ce qu'ils venez de deviennent dire. acteurs? Ils deviennent. Oui, bien sûr qu'ils deviennent acteurs. On les encourage à devenir formateurs. Et sur plein d'enjeux, ils sont tellement de projets, on essaie de les inclure. Et ça reviendra à l'autre question sur est-ce qu'on rencontre des freins? Parce que ce qui se passe en fait généralement, c'est soit des gens comprennent la dynamique qu'on est en train d'impulser, soit ils comprennent pas. Quand ils comprennent pas, on perd pas notre temps. Merci, au revoir, bonne journée, bonne continuation. Quand ils comprennent, là on avance, mais à une vitesse de fou malade. Dans le sens où, par exemple, très concrètement, Libération, le journal, ils font un climat Libé-Tour depuis 2023, je crois. Ils avaient fait un tour en France avec des tables rondes sur le climat. Et 2024, pour l'édition de Paris, ils voulaient qu'on participe. On leur a dit non, on participe pas. On récupère le truc. Ils ont dit ok. Et c'est comme ça que maintenant ça s'appelle le banlieue climat Libé-Tour. Et que là, fin mars 2024, on inclut directement les jeunes qui vont eux-mêmes ont pensé la programmation, les ateliers, le parlement des jeunes, parce que c'est un parlement où des jeunes vont pouvoir être très actifs. Et donc c'est les jeunes de banlieue climat formateurs qui sont dans une posture de ok, on a été formés, on est tout aussi légitimes, et demain c'est à nous de penser cet événement-là. Et donc en fait, à travers cet exemple-là, je veux juste montrer que, comme par exemple avec le ministère de l'Enseignement supérieur, ils nous ont fait confiance tout de suite, parce que la conseillère de la ministre, quand elle va à Bagnolet, elle voit que les jeunes peuvent dire exactement le nombre d'agriculteurs en 1851. Ah ouais, ils n'ont pas pris de notes, et comment c'est chelou ça quand même. Et parfois il y a aussi ce réflexe de mépris de classe en fait, parce que ce mépris de ah ouais, ils sont un peu débiles, non, 8 heures de formation, vous faites quoi? Et donc là, les gens ils captent qu'il se passe un truc, soit ils font confiance, et quand ils font confiance, bah, généralement, nous ce qu'on essaie de faire, c'est mettre les jeunes qu'on accompagne, et les moins jeunes aussi, on est en train de penser une formation pour des mamans, dans des positions où ils peuvent se mettre directement en action, avoir des responsabilités. Et là, quand on a fait la formation de formateur, ça crée des proximités assez incroyables, parce qu'il y a la ministre qui est venue, Sylvie, pour dire coucou aux jeunes, et il y a un jeune qui l'a demandé en mariage, sans pression. Mais Elle a normal, dit oui. alors, ouais, on se marie et tout. Vous avez pas un snap, Sylvie? Elle dit un quoi? Un snap et tout. Il dit, d'accord, tu demanderas à mon. Et elle parle de son chef de cabinet, donc elle dit à Lucas, Lucas, tu lui passeras mon. Mais elle sait pas ce que c'est un snap. Donc, tu lui passeras mon. Et là, Lucas, il dit, bah oui, je vous passerai son. Et c'était incroyable. Et cet exemple-là, pourquoi je le prends? Précisément parce que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de la mixité. Les jeunes, on crée un environnement pour qu'ils se disent, ok, je vais venir comme je suis. Parce que cette mixité qui consiste à mettre un cadre tellement formel qu'on se formalise et on se restreint. Et on a l'impression de faire de la mixité parce qu'on est avec des transfuges ou je sais pas quoi, ou des gens qui sont de couleur ou je sais pas trop quoi, et donc on a l'impression d'avoir fait la mixité du siècle. Non, ça marche pas. Moi, ce que je veux qu'on insuffle à nos jeunes, c'est vous pouvez venir comme vous êtes, avec votre personnalité, avec votre individualité, et chacun d'entre vous aussi. À quel moment on a fait tellement de concessions pour qu'on devienne aussi cadré et normé? Et donc nous, on se dit, ok, si on arrive à créer des synergies entre nos jeunes, le public qu'on touche, les institutionnels, l'État, la ville, le machin, le truc, bah derrière, on avance beaucoup plus vite, et c'est ce qu'on constate, parce qu'en un an, on a fait beaucoup de trucs. Bon, ça viendra peut-être nourrir la réflexion d'Anne-Claire Mialot sur la concertation et comment on peut co-construire différemment. Il nous reste 3 minutes 32 et j'ai une question sur... voilà, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des façons différentes de faire, mais est-ce qu'on a les moyens de le faire? Et là, c'est vers vous que je me tourne, Morgane Nicole, et vers vous aussi, Florian, après. Alors, avant de parler argent, j'ai parlé moyens, j'ai pas parlé moyens, que moyens humains. J'aimerais bien rebondir sur ce qui a été dit avant, parce que ça me fait penser à plein de choses. Et juste pour vous replacer le contexte, moi, mon boulot, c'est de parler aux décideurs publics, grosso modo les parlementaires, les directions d'administration, etc., etc. Et c'est marrant parce qu'on se dit à peu près la même chose qui vient d'être dit là, sur comment est-ce qu'on fait passer nos sujets. La seule chose que je voudrais dire, c'est que finalement, il y a peut-être un enjeu de décloisonnement, on va dire, de ces enjeux de termes environnementaux, écologistes, etc. En particulier sur l'adaptation au changement climatique. L'adaptation au changement climatique, et j'ai un peu poussé le trait, mais pour moi, ce n'est pas une politique environnementale. Pour moi, c'est une politique de justice sociale d'abord. C'est une politique, et ça doit être un enjeu qui n'est pas technique,
qui est d'abord politique. Et il faut vraiment le faire venir dans les débats et le faire venir dans le débat public comme un enjeu politique. La question, c'est les conditions climatiques vont changer, notre monde va changer, la qualité de vie va changer. Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en place potentiellement, sur quoi on est prêt à renoncer pour réussir à vivre de manière sans perdre trop en qualité de vie, pour vivre dans ce monde futur. C'est pas une question de... Enfin, on n'est plus en train de parler de... c'est pas une question de sauver les ours blancs, quoi, c'est une question de... Voilà, les choses ont évolué, on ne peut plus faire autrement aujourd'hui, c'est important encore de limiter les émissions de gaz à effet de serre pour ne pas se retrouver dans des situations où on ne pourra pas s'adapter et le réchauffement sera tel que les événements climatiques seront énormes, mais ces événements climatiques, ils vont advenir. Donc comment on fait aujourd'hui? Et aujourd'hui, il n'y a aucun narratif sur ce que c'est l'adaptation. C'est quoi les trajectoires d'adaptation qu'on peut imaginer? Et donc il faut mettre en place, faire advenir ces narratifs et puis les mettre en débat politique et du coup associer à ces débats politiques, démocratiques, l'ensemble des populations. Mais en ayant en tête que sur ces questions d'adaptation au changement climatique, toutes les populations sont au même niveau de maturité et de compréhension et de connaissance des enjeux. Il n'y a personne, quasiment personne aujourd'hui qui vraiment a conscience et a des connaissances et une compréhension réelle de ces enjeux. Donc le premier enjeu, et là je vais faire le lien avec la question des moyens, le premier enjeu c'est de créer ce changement culturel, qui est vraiment un changement culturel. C'est le monde dans lequel on sera demain. Les conditions climatiques seront différentes. On ne peut plus raisonner sur des statistiques du passé. C'est plus possible. Il faut qu'on regarde en prospectif. Ça demande un changement culturel parce que ça demande de revoir toutes les politiques, tous les projets, toutes les activités économiques. Donc ça veut dire que quasiment tout le monde va devoir systématiquement, dès qu'il fait quelque chose, d'un point de vue économique, projet, etc., se poser la question de « Ok, est-ce que ce bâtiment, qu'est-ce qu'il devient dans un monde à plus 4 degrés, enfin dans une France, pardon, à plus 4 degrés ?» Cette politique publique, on a des objectifs, par exemple sur l'agriculture. Si on ne le réfléchit pas dès aujourd'hui dans une France à plus 4 degrés, ça ne vaut rien. Donc il faut vraiment que ce soit intégré, et c'est d'abord des moyens qui doivent être mis sur l'organisation de cette montée en compétences, de ce changement culturel, de cette création de ce réflexe adaptation chez chacun qui doivent être déployés. Et malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est à la mode que de dire en fait il faut des moyens humains, il faut des moyens d'ingénierie, il faut prendre le temps de réfléchir, il faut mettre de l'intelligence dans les projets. Ce n'est pas à la mode, mais c'est quand même le plus important. Et ensuite, en effet, il y aura un petit surcoût pour adapter nos bâtiments, nos quartiers, etc. Mais si on réfléchit bien dès en amont, si on intègre cette question-là suffisamment en amont dans la conception des projets, dans ce cas-là, le surcoût, il pourrait être faible, voire nul. Il faut juste accepter potentiellement de renoncer à des trucs qui ne seraient pas forcément obligatoires. Mais on peut réussir à sortir des projets qui ne sont pas tant que ça plus chers si on pense bien les projets dès en amont. Il y a un exemple là-dessus qui est le quartier, la ZAC de Pirmille-les-Îles dans la métropole nantaise, qui est un exemple intéressant de projet d'aménagement où on s'est posé dès la conception du projet, dès en amont, cette réflexion-là. Voilà. Merci. Donc il n'y a pas de mur d'investissement supplémentaire à imaginer sur cette question de l'adaptation au changement climatique. Dans certains cas, notamment sur les questions de recul du trait de côte, etc., où il va potentiellement avoir de la relocalisation urbaine, là, il y a des problèmes d'argent, mais il ne faut pas uniquement voir ça. Il y a plein de choses à faire qui sont aussi essentielles et qui ne sont pas forcément très coûteuses. Et dernier point, ce n'est pas une question technique, ce n'est pas une question technologique. Faire de l'adaptation, c'est du low-tech. Quand j'entends un maire d'une grande agglomération, c'était pas vous, qui donne comme témoignage que dans un quartier de sa ville, il y a des HLM qui n'ont même pas de volets,
voilà, on voit qu'une première adaptation, c'est déjà de mettre des volets sur ces bâtiments et que déjà on gagne quelques degrés en période de vague de chaleur. Donc voilà, donc c'est vraiment pas une question, c'est quelque chose qui sera réalisé si on se pose les bonnes questions au bon moment, et ensuite les réponses, les personnes qui font sur le terrain, les citoyens ont les réponses. Il faut juste poser la bonne question. Merci beaucoup. Florian Berco, un mot de conclusion. Pas de mur d'investissement, une bonne nouvelle pour l'élu que vous êtes, même si je vous vois être un petit peu dubitatif. Et en tout cas, un message politique à porter au plus haut niveau, mais aussi localement, et qui fasse la synthèse de toutes les politiques, parce que l'écologie, c'est avant tout du social. La culture écologique, c'est la culture du bon sens. Et ça tombe bien, dans un monde qui perd du sens, remettre du bon sens, ça me semble vraiment être un programme politique en soi. Et ça se fait évidemment avec les habitants. Ça fait que quand on fait un projet urbain, on le fait avec toutes les parties prenantes. On passe notre temps à rénover des bâtiments, mais par exemple, on rénove des écoles à Tire-Larigot, mais on oublie d'y mettre la communauté enseignante, d'expliquer que les travaux de rénovation, ça pourrait peut-être être un projet pédagogique en soi pour les enfants. Voilà, c'est cette culture du bon sens qu'il faut retrouver. Tout le monde sait qu'effectivement, se connecter à la nature, c'est important. Pouvoir bien respirer, c'est important. Donc, retrouver, je pense, ce bon sens et se donner les moyens d'agir. Et pour terminer sur une note d'optimisme, on a toutes les solutions à disposition. J'ai la chance de présider une association France Ville et Territoires Durables qui a un partenariat très fort avec l'ANRU, où finalement on présente toutes les solutions, on sillonne la France, on sillonne le monde pour se dire quelles sont les solutions à disposition qu'on va pouvoir, en faisant une acupuncture de l'urbain, importer, créer ex nihilo. Et effectivement, aujourd'hui, les solutions, on les a à disposition. Ce ne sera pas du technosolutionnisme, ce sera vraiment cette culture du bon sens en rendant les solutions acceptables. Par contre, effectivement, comme toute évolution, comme toute révolution, et notamment la révolution écologique, elle ne se fera pas sans casser des œufs, sans casser des rentes, sans recréer de nouvelles rentes, avec des gagnants et des perdants. Et donc la question aujourd'hui, ça va comment on accompagne les perdants et comment les gagnants contribuent à ce mur d'investissement qui est bien réel, qu'on le veuille ou non, peut-être pas sur l'adaptation, mais sur la lutte contre le réchauffement climatique, qu'on le veuille ou non, il y a un mur d'investissement énorme. Je vous donne juste un exemple, juste pour mettre au niveau des critères CR, moins 30% de CO2, les bâtiments publics de la ville de Laval, c'est 50 millions d'euros d'investissement. C'est ce que j'investis sur 6 ans. Ça veut dire que pendant 6 ans, je fais que ça. Il y a un mur d'investissement. Il faudra effectivement le financer. Il faut changer la fiscalité. Il faut changer la manière dont on conçoit l'économie. Bon, ce serait trop long pour le dire, mais se dire qu'on a les solutions clés en main, on a des jeunes engagés, il ne faut pas écouter les sondeurs, on a une génération climat qui est prête à se relever les manches. Nos jeunes générations, elles ne sont pas complètement analphabètes comme veulent dire les classements PISA, elles ont plein d'énergie et je remercie vraiment le témoignage et l'énergie de Banlieue Climat qu'on sera ravis d'accueillir à Laval. Eh ben, merci à vous, merci tous les quatre pour votre intervention, merci à vous pour votre attention.